J'espère que vous allez bien, une semaine super chargée, évidemment, une vidéo s'impose au programme LVMH, Hermès. On va également parler de Rémi Cointreau, vous allez voir, ça n'a rien à voir avec la publication de résultats, mais avec le dividende qu'ils ont annoncé en action. Je vais vous montrer que c'est une douille, hein, je pense. Donc on va voir ça ensemble. On va également parler de Total Energy qui va publier ses résultats, de L'Oréal et également de Air Liquide. Bon, Liquide, il n'y a pas trop de news, hein, mais voilà. Donc, on va s'attarder sur ces deux trucs. Parce que, également, LVMH et Hermès, le dernier quarter, je rappelle quand même que LVMH, la croissance, a fait moins 3%. Et dans le même temps, Hermès nous a délivré du plus 17%. Les deux, c'est comment dire, ça s'oppose. Hein, il y a une divergence entre les deux. Vous allez me dire, encore heureux, Léo, parce qu'on se tape quand même un PE de 50 sur Hermès. De combien pour être exact? Alors, excusez-moi, ça charge. Sur RMS, on a de 50, alors que sur LVMH, PE de 22 sur LVMH. Donc, évidemment, si vous allez sur RMS à 50 fois les bénéfices, vous avez intérêt à ce que l'entreprise se débrouille quand même un petit peu mieux que son concurrent, à savoir que LVMH. Donc, là-dessus, on est quand même assez logique. On est quand même assez bon, je veux dire. Alors, justement, je vais commencer par Rémi Cointreau. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, cette entreprise, moi, on me l'a énormément proposé, analyse, etc., etc. En fait, j'ai toujours dit que je n'ai jamais compris. La hype autour de cette entreprise. Donc moi j'ai Pernod Ricard, j'en ai en portefeuille. Pernod Ricard, j'ai un peu plus de 8000 euros dessus. Mais en fait le truc c'est que Rémi Cointreau, j'ai jamais compris les niveaux de valorisation, ce qui justifiait un niveau de valorisation aussi important que ça. Alors voilà, je vous remets dans le contexte avant de vous mettre les chiffres. Sur les 10 dernières années, la croissance du dividende de Rémi Cointreau, on est sur du 7%. Sur les 5 dernières années, du 5,6%. Alors que sur Pernod Ricard, on est littéralement, donc ça c'est, ouais, là c'est bien Pernod Ricard, on est sur du 10%. Et sur les 5 dernières années, on est sur du plus 21%. 3 dernières années, du plus 14%. C'est beaucoup plus stable. Voilà, on a vraiment regardé. Ici, on a vraiment une stabilité. Alors que sur Rémi Cointreau, c'est littéralement des dents de scie. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est effectivement donc un dividende, bah voilà, que depuis 2022 il a même pas augmenté cette année. Et là en 2024 ils ont réannoncé, donc justement c'est ça dont je veux vous parler. En 2024 ils ont réannoncé un dividende de 2 euros par action. C'est-à-dire que les mecs quand même depuis 2022, donc depuis quand même 2022, 2023, 2024, le dividende n'a pas bougé. Et là ils nous disent qu'on va remettre un paiement d'une option numéraire. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité d'avoir non pas 2 euros de dividende en cash, mais d'avoir des actions Rémi Cointreau. Donc maintenant qu'on a mis ce contexte, je vais quand même vous montrer que le management il est quand même pas fou. Ils savent ce qu'ils font les mecs. Donc en fait, premièrement, il faut savoir que effectivement le bénéfice de Rémi Cointreau, il est de le bénéfice net. Il est de voilà, il est 200 millions, 300. Là il a rebaissé. Voilà, on est entre les. Alors, on va arrondir à 175 millions. Ok, très bien. Deuxièmement, il faut savoir qu'ils se font avoir à chaque fois pour utiliser un mot. Un mot cordial par le besoin de fonds de roulement, à savoir l'inventaire. C'est-à-dire qu'en fait, leur inventaire au bilan, il augmente parce qu'ils vendent moins que ce qui est prévu. Donc, c'est-à-dire que ça impacte négativement ici, voilà, rapidement, effectivement, l'inventaire à chaque fois, vous voyez, il augmente. Mais bon, ça, c'est généralisé. Hein. LVMH, justement, on va en parler, ils ont la même problématique. Pernod Ricard, ils ont la même problématique. Et même Constellation Brand, la marque donc, de Corona, les bières Corona, ils ont également la même problématique. Donc, c'est vraiment le secteur. Donc, ça je leur en veux pas. Mais toujours est-il que, voilà, et tout le monde est dans le même, tout le monde est dans le même bateau, et donc c'est du cash en moins, d'accord? Donc c'est à dire que les mecs ils nous sortent donc un cash sur la période de disponible de 94 millions en 2023. Ils ont un réinvestissement de combien? Ils ont un réinvestissement de 80 millions. Donc quand vous faites 94 moins 80, ça vous fait 14 millions, d'accord? Donc il leur reste 13 millions, d'accord, de cash pour faire des rachats d'actions, des dividendes ou pour rembourser la dette. Ils se sont dit, tiens, bah nickel, on va verser un dividende de 2 euros par action, ce qui fait 160 millions. 152 millions, excusez-moi. Le problème, en fait, c'est qu'ils n'ont pas cette somme, donc ils se sont endettés de l'équivalent. C'est-à-dire que pour payer le dividende, comme on voit, cette année-là, ils se sont endettés. Cette année-là, ils se sont quasiment presque endettés parce qu'ils ont fait ici un rachat d'actions. Mais alors justement, en fait, comme ils versent également des actions comment dire, en numéraire, c'est-à-dire que le nombre d'actions, il augmente. C'est ça en fait ce que je veux vous dire. Regardez le nombre d'actions Rémi Cointreau. Il augmente. Et donc, comprenez bien que quand le management vient vous dire que vous avez le choix entre que le management, je veux dire, ne fait pas d'argent, ne gagne pas d'argent, et vous dit, bah en fait, on va peut-être, si on est sympa avec vous, on va pouvoir vous laisser la possibilité d'avoir des actions. Mais en fait, eux ils ont juste à créer les actions et vous les donner, c'est-à-dire qu'en fait ça les arrange, et donc c'est d'un point de vue comptable, d'un point de vue je veux dire sur la durée, d'un point de vue cash qui sort et qui rentre.
pour vous, pour nous actionnaires, au niveau de la dilution, qu'il vous crée des actions et donc ça veut dire qu'il dilue les actionnaires pour payer le dividende en numéraire, ou alors qu'ils s'endettent pour payer le dividende, ou alors qu'ils émettent des actions, qui récupèrent le cash pour payer des dividendes, c'est la même chose, c'est pareil, c'est une entreprise qui ne s'autofinance pas, c'est la même chose. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, effectivement, Rémi Cointreau vous propose gentiment d'avoir des dividendes en numéraire, mais ne vous méprenez pas, c'est parce que ne gagnent pas d'argent et c'est parce que ça les arrange tout simplement. Et la finalité, c'est que vous allez également encore avoir le nombre d'actions qui augmente. Alors, petit disclaimer également, je n'ai pas lu les rapports de Rémi Cointreau, donc il y a peut-être quelque chose que je ne vois pas, mais c'est vrai que vu comme ça, en fait, voilà, regardez, je vais vous mettre la market cap avant qu'on passe sur les trucs un peu plus intéressants. Effectivement, on a une market cap. Ici, on avait une market cap, je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2023, de 10 milliards. 10 milliards. Le groupe ne gagne pas d'argent. Le groupe nous fait des free cash flow de 90 millions. Ça fait des rentabilités de moins d'1%. Il y a moins de rentabilité sur. Enfin, il y a plus de rentabilité sur Hermès que sur Rémi Cointreau. Bon, comment dire, le choix est vite fait quoi, entre les deux. Donc voilà, ça c'était pour la parenthèse Rémi Cointreau. Après, effectivement, voilà, Constellation Brand et LVMH et Pernod Ricard, normalement, en 2025, ça va aller beaucoup mieux. Donc on peut imaginer qu'à partir de 2025, donc dans un an, ils auront plus ce besoin de fonds de roulement qui va les achever, et donc on aura les 100 millions de cash en plus, et on pourra enfin payer le dividende sans s'endetter, sans émettre des actions ou sans le donner, ou sans créer des actions, je veux dire, d'accord. Alors justement, maintenant que le cours il a baissé, là ça y est, la valorisation elle est vraiment correcte, hein, selon moi. Encore une fois, mi-2025, on aura certainement plus les problèmes de besoin de fonds de roulement, d'inventaire. On va être sur du 200 millions de free cash flow divisé par le prix actuel de 3,6 milliards, ça vous ferait un rendement de 5,5 en 2025, 2026. Franchement, c'est sur votre coût d'acquisition. Donc si on a un payout ratio de 80%, ça vous fait un dividende de 4%. Ok, let's go. Donc on commence par LVMH. Alors justement, vous allez voir, LVMH, c'est vraiment la partie vin et spiritueux qui les tire vers la baisse. Pourtant, c'est le plus petit segment. Et en fait, il a vraiment eu un moins 16% reporté. Alors ça, pareil. Alors attendez, hop, je me mets comme ça. Alors également, vous voyez, reporté et organique, ne tombez pas dans le piège. Organique, en fait, ça ne prend pas, c'est pas les vrais chiffres. Quand vous voyez du organique sur un rapport ou du reporté, organique, c'est vraiment, ça exclut ça exclut les fusions-acquisitions, ça exclut les effets de change, ça exclut tout ça. Donc c'est vraiment sans prendre en compte toutes les nouvelles mesures qu'ils ont mis en cours l'année. Donc quand on prend de l'organique, c'est vraiment, si on était dans la même situation que le Q1 2023, voilà combien on aurait eu. Vraiment, on aurait eu du moins 12%. Mais en fait, entre le Q1 2023 et le Q1 2024, donc sur l'année en cours, ils ont fait des acquisitions et surtout ils se sont mangés un effet de change. Ce qui fait que finalement le cash en moins, les ventes en moins, d'accord, que vous allez vraiment avoir, qui vont impacter votre dividende, qui vont impacter votre free cash flow, c'est le reporté. Donc c'est les moins 16%. Donc là on voit qu'on a moins 16% de moins. Et ce qui est fou, c'est que ce Carter, c'est le plus petit segment d'LVMH qui l'impacte le plus en termes de pourcentage, en termes de vente sur le chiffre d'affaires total. On a effectivement, donc si je le fais exactement, on a 1694, donc ici vous voyez 1 milliard 7, donc le Q1 2023, moins 1400 déclarés aujourd'hui, donc on a du 277 millions en moins, donc d'impact de chiffre d'affaires en moins sur les vins et les spiritueux, alors que par exemple sur le plus gros segment fashion, donc qui a baissé de moins 2%, eh bien ça représente seulement 728 moins, ça représente seulement 238 millions, d'accord. Donc on voit que le plus petit segment, c'est le segment qui l'impacte le plus, encore une fois. Et sinon ils ont vraiment un effet de currency de moins 4%. Ok, donc je vais mettre sur le conference call. Donc encore une fois, selon LVMH, c'est dû à la faiblesse de la Chine. On l'a très bien vu sur Pernod Ricard dans ma dernière vidéo. On est vraiment là-dessus. Pareil, voilà, c'est vraiment le pire segment, c'est les vins et spiritueux. Donc voilà, et sinon c'est le seul segment en dehors des ventes avoir un déclin en organique, comme on l'a vu à l'instant. Ce que je voulais également vous mettre, c'est que c'est également chez Constellation, je veux dire, ils ont également une baisse des ventes de 9% sur cette partie spiritueux. Mais pareil, Constellation, ils avaient écrit que l'entreprise s'attend à ce que les chiffres s'améliorent au cours de l'exercice 2025. Donc en fait, on voit qu'LVMH qui les plombe, c'est enfin le plus important, c'est vraiment cette partie-là. Et en fait, tout le reste, c'est bon, on est ok. Si on enlève les effets de change, on est ok. Même cette partie-là, on est ok en 2025. Donc selon moi, évidemment, ce genre d'entreprise est exceptionnel.
exceptionnel. Chaque repli, c'est une opportunité d'achat. Mais ils n'étaient pas non plus super confiants dans le conference call pour le Carter qui arrive demain. C'est pour ça que donc, je fais cette vidéo. Moi, personnellement, j'en achète pas avant. Alors, pourquoi je vous dis qu'ils sont pas très optimistes? C'est parce que au lieu de faire comme Hermès et nous dire que tout va bien se passer, que tout est parfait dans le meilleur des mondes, que c'est nickel, en fait, ils nous ont dit que finalement, compte tenu de la croissance énorme des dernières années, ça nous fait toujours une croissance aujourd'hui en comptant ce ralentissement qui est toujours exceptionnel. Alors, effectivement, ils ont raison, mais voilà, ils nous ont pas dit qu'on va avoir une super reprise, etc. quoi. Voilà ce qu'ils ont écrit. Tout d'abord, pour mettre un certain contexte sur la croissance des revenus, l'augmentation organique obtenue au premier trimestre place le taux de croissance moyen des 5 dernières années à 10%. Prenons en compte donc la croissance pourrie là, qu'on a eu ce premier trimestre, donc là on va avoir le deuxième trimestre demain, ça fait quand même une croissance moyenne sur les 5 dernières années de 10%. Donc on est vraiment encore une fois très bien quand on prend un peu de recul, mais c'est vrai que finalement on va certainement, moi mon anticipation c'est qu'on va de nouveau avoir le Carter de demain qui va pas être négatif mais qui va être entre du 0 et du 3%, peut-être même plus pour l'impact avec les effets de change. Faudrait voir où est le dollar et où est le yen, mais c'est possible qu'il se refasse de nouveau impacté par ces données-là. Et donc dans ce cas-là, effectivement, si LVMH nous remet un Carter avec une croissance bof, on peut facilement, comme je vous avais dit, une baisse de 20% pour aller sur les plus bas de 2022. C'est possible, hein, c'est possible. Et là, ça serait vraiment parfait parce que j'ai fait une vidéo pareil sur le top 5 PEA, l'avant-dernière vidéo. Là, effectivement, vous avez un rendement de 10% par an sur LVMH dans 10 ans avec ce genre de niveau. Donc c'est vraiment incroyable. Donc de mon côté, encore une fois, j'ai 10 000 euros dessus, je ne renforce pas ces niveaux. Voilà, encore une fois, je vais attendre une baisse ici entre les 600 et les 650. C'est possible, hein, compte tenu de leur anticipation, parce que justement, je vais mettre le parallèle avec Hermès. Effectivement, Hermès, on est sur du plus 17% et du plus 13% en prenant l'effet de change. Rappelez-vous, LVMH, on est à moins 2% de croissance, Hermès, on est du plus 13%. C'est une croissance à 2 chiffres pour chaque région. Asie, donc hors Japon, plus 14%. Rappelez-vous, LVMH, on est à moins 6%, et Hermès, ils nous sortent un truc de plus 14%. Japon, plus 25%. Alors là, LVMH ont été meilleurs. Hein. LVMH, on est sur du plus 32%. Amérique, plus 12%. LVMH, on est donc à plus 2%. Donc là, encore une fois, exceptionnel sur Hermès. Et exceptionnel également au niveau de la France, Hermès. France et Europe, exceptionnel. LVMH, en Europe, on est à plus 2%. Et là, comme vous pouvez le voir, sur Hermès, on est à plus 15 et plus 14%. Donc c'est vraiment exceptionnel. Pareil, on a du plus 20% sur leur secteur. Et donc finalement ce que ça donne, c'est qu'effectivement donc voilà, la croissance aux États-Unis de plus 12%. Pourquoi elle est énorme? Parce que regarde un petit peu, pricing power les amis, cette croissance provient de l'augmentation de 7% des prix, inférieure aux augmentations moyennes qui étaient de 8 à 9%. C'est-à-dire que effectivement même en fait eux ça les déçoit également. C'est là où on voit 12% sur le Hermès, c'est bof sur la croissance des États-Unis. Mais pourquoi ils ont quand même réussi à avoir du 12%? C'est parce qu'ils ont augmenté de 7% les prix, mais en moyenne Hermès augmente de 8 à 9% les prix, finalement le pricing power et le prix de leurs produits augmente de 8 à 9%, donc bien au-dessus de l'inflation. Vous voyez, c'est pour ça que c'est top. Pareil pour ce qui est cette question va nous servir pour LVMH. Il y a une analyste qui a demandé j'ai une question parce que j'aimerais mieux comprendre les changements de comportement chez les clients chinois. Nous avons vu une baisse chez les clients les moins aisés. Alors pourriez-vous peut-être nous éclairer au sujet? Voilà la réponse. Donc tout d'abord pour les clients chinois, les célébrations du Nouvel An. Donc c'est vraiment ce qui a impacté LVMH. LVMH, ils ont insisté, c'est vraiment ce truc-là qui les a impactés. Et sur Hermès, ça ne les a pas impactés puisque ça n'a pas eu de répercussions sur nos chiffres puisqu'il a été compensé par l'augmentation des achats moyens du panier. Les achats moyens, c'est genre les carrés Hermès à 300 ou 400 balles, même 500. Par exemple, les soies et les accessoires de mode qui sont des matériaux basés sur le volume. Là, vraiment, ils font du gros volume. Il n'y a aucune limitation. Vous pouvez arriver à en acheter plein. Ont été légèrement touchés par cette baisse de fréquentation, mais elle a été plus que compensée par une forte croissance du cuir, des bijoux et du prêt-à-porter. Et ils ont carrément pour les articles exceptionnels, donc j'imagine pour des sacs à 20 000 balles, ils ont carrément une croissance à 2 chiffres à Macao et à Taïwan, alors que LVMH, excusez-moi, on n'est pas du tout là-dessus. Et pareil, ils se sont vraiment fait impacter par la monnaie. La monnaie est plus élevée que l'augmentation des prix, donc ils ont vraiment un impact de change, encore une fois, qui
qui les impacte. Alors par contre, j'ai vu que pas mal de personnes justifient la baisse des LVMH, notamment avec le contexte incertitude politique en France, mais c'est l'entreprise qui est vraiment exposée à fond sur la France, c'est vraiment Hermès. Hermès, on a, comme vous pouvez voir, 60% de leur effectif qui est en Europe, et il y en a, regardez, on a les 15 sites de production sont en dehors de la France, et il y en a 60 qui sont en France. Donc si demain on a je crois que la gauche, ils ont arrêté les nationalisations, hein, je vois que dans le programme de la NUPES, ils n'ont pas proposé, je crois que là, ils ont enfin compris que ça marchait pas, mais on n'est pas à l'abri quand même d'une nationalisation de conneries comme ça, donc là c'est clair que ça serait catastrophique pour LVMH, alors que Hermès, excusez-moi, alors qu'LVMH on est beaucoup plus diversifié là-dessus, voilà, Hermès on a vraiment tout en France, quoi. On a 60 sites en France, on a 94% qui sont faits en France, et on a tous les jobs en France, quoi. Donc alors à la limite, si jamais l'euro s'effondre, là ça serait cool, parce qu'effectivement on pourra payer les salariés d'Hermès avec une monnaie qui vaut plus rien, et vendre les sacs à 20 000 $, mais enfin le vendre en monnaie étrangère, et le convertir, et donc Hermès finalement là serait super bien, quoi. Il serait super bien, mais c'est vrai que niveau des sites de production, effectivement tout est en France. Donc voilà, ça c'était pour LVMH et Hermès. Alors comme vous pouvez voir, Hermès, en fait c'est encore une fois, ne paniquez surtout pas sur ce genre d'entreprise, quoi. C'est vraiment sur du très long terme, et chaque baisse, c'est des opportunités de légèrement renforcer. Alors je voulais terminer cette parenthèse sur Hermès avec le salaire médian en Californie, qui est de 80 000, et donc en Californie, si vous gagnez moins de 80 000, vous êtes clairement sous la moyenne. Donc voilà, un mec dans la rue lambda, il gagne 80 000 $, et en moyenne justement, on est sur du 111 000, et c'est vrai que pour les actions comme Hermès, on peut vite tomber dans le piège de se dire ouais, mais finalement, ça va forcément ralentir, il va forcément avoir moins de personnes qui vont acheter des sacs de luxe, etc. Mais quand vous dézoomez, il y a quand même énormément de régions dans le monde où des mecs, ils achètent des sacs à 10 000 balles tous les 4 matins, et l'après-midi, ils se souviennent même pas qu'ils ont fait l'achat, quoi. Donc faut vraiment en avoir conscience. Donc clairement, des boîtes comme LVMH et comme Hermès, ils ont encore énormément de potentiel en termes de croissance, en termes de vente, en termes d'innovation, des nouveaux sacs. À chaque fois qu'ils sortent une nouvelle collection, ça fait des ventes en plus. Et ça, vous inquiétez pas, ils ont des bons designers pour toujours en sortir, etc. Donc c'est vraiment top. Ok, je suis sur Total qui publie les résultats donc dans 3 jours. Alors en fait, je vais vous parler de Total et des minières, parce qu'en fait c'est pareil, hein, Total, c'est effectivement, voilà, vous voyez, ils ont un coût de production par baril, ça leur coûte 25 $, de produire un baril, et ils le revendent, excusez-moi, ils le revendent à combien? Ils le revendent à 78,82. Donc ils sont quand même une belle marge. Ils ont vraiment de la marge. Le prix du baril peut vraiment baisser avant que Total soit en perte, d'accord? Voilà, deuxièmement, c'est une machine à cash, hein, je vous l'avais déjà montré, mais il prévoit de créer, excusez-moi, 100 milliards de free cash flow, donc 100 milliards de cash pour les actionnaires de maintenant à dans 2028, si bien évidemment le baril reste à 80 $, d'accord? Et donc ça serait une répartition entre rachat d'actions et dividendes. Donc c'est vraiment énorme en fait. Ça ferait vraiment, encore une fois, du cash qui arrive, et ça ferait un dividende finalement qui est totalement safe avec un rachat d'actions. Donc ça fait un yield à peu près de 5%. Je parle évidemment sans prendre en compte les rachats d'actions. Si je rajoute les rachats d'actions, ça vous fait plutôt du 10% par an sur Total actuellement jusqu'en 2028 si le baril reste à 80 $. Alors le problème, c'est qu'en fait on a un yield élevé, mais on a une croissance qui est très faible. On n'a presque pas de croissance du dividende, ok? Parce qu'en fait voilà, c'est vraiment, comme vous pouvez voir, c'est vraiment assez cyclique. Donc là voilà, on a explosé, mais c'est une excellente entreprise. Alors voilà, justement, très intéressant, ici je vous ai mis donc le coût de production moyen d'une once d'or par les entreprises, par les minières, d'accord? Comparativement donc avec le baril de pétrole. En fait, évidemment, c'est corrélé. Quand le baril il augmente, le coût de production donc de votre mine d'or, elle augmente. Donc c'est-à-dire que votre mine d'or, elle se fait moins de profit. Comment une mine d'or gagne son argent? C'est en faisant de l'extraction d'or, comme vous pouvez voir par exemple, je sais pas moi, Barrick Gold qui est connu. Par exemple, eh bien, rappelez-vous, l'équivalent de Total, il produit son baril, ça lui coûte 26 $. Et bien par exemple, Barrick Gold, excusez-moi, pour produire une once d'or, ça lui coûte, pour extraire, excusez-moi, ça lui coûte 1370 $. Et donc il revend ça au prix du marché. En ce moment, là, le screen c'était à 1900 $. L'or il est encore
on est à 2400 $ l'once. Et en fait, donc là, les entreprises minières en profitent vraiment, en profitent énormément. Mais ce que je veux dire, c'est que sur du long terme, eh bien, si jamais le prix du baril va baisser, ça va impacter négativement Total. Si le prix du baril monte, eh bien, ça va impacter négativement la mine d'or. Donc, si vous avez une minière dans le portefeuille plus avec Total, vous êtes parfaitement techniquement, vous êtes vraiment parfaitement couvert. C'est-à-dire que quand il y en a un qui va baisser, l'autre va monter, parce que ça va profiter à l'autre, etc., etc. Donc, je trouve que s'exposer sur Total avec en même temps, d'accord, une minière dans son portefeuille, je trouve que c'est vraiment parfait, parce qu'encore une fois, voilà, vous profitez vraiment vous êtes sûr, enfin vous avez votre rendement qui est plus ou moins donc safe sur Total, rachat d'actions plus dividendes. Si le prix du pétrole baisse, Total va être impacté, mais votre minière de l'autre côté va avoir un coût donc de production de la finalement de la once d'or qui va augmenter, donc elle va gagner plus d'argent et votre dividende va augmenter. Donc voilà, vous comprenez, vous êtes vraiment couvert là-dessus. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Encore une fois sur Total, pas de surprise, hein, comment dire, les rapports, vous savez, voilà, c'est production, enfin comment dire. Ils font des installations énormes capex et production, énorme capex, production. Et enfin pour L'Oréal et Air Liquide, alors le problème de L'Oréal, hein, ça n'a pas changé de mes précédentes analyses, c'est cher, il y a un PE de 30, 35, un peu de 35, je sais pas si vous vous rendez compte, on se négocie sur L'Oréal au même PE que Microsoft. Sauf que Microsoft, il y a quand même beaucoup plus de croissance, enfin pas beaucoup plus, mais il y a plus de croissance. Donc voilà, c'est quand même des boîtes qui sont assez surévaluées, qui sont assez chères. Alors comme vous pouvez voir sur L'Oréal, les analystes sont quand même plus optimistes que sur toutes les autres boîtes, hein. L'Oréal, là, les analystes, on prévoit du plus 6% pour le Carter là, qui arrive. Alors que par exemple, si je me mets sur LVMH, les analystes également sur LVMH sont très pessimistes, hein, sur le Carter. Moi, j'ai quand même tempéré les trucs en disant qu'on va avoir plutôt un croissance neutre. Les analystes pour le Carter donc, qui arrive demain le 23 juillet, ils sont sur du moins 9%. Donc quand même assez pessimiste. Et effectivement, si jamais on a ce scénario-là, bah, sur LVMH, on peut effectivement perdre 20%, je sais pas, sur les 2-3 mois qui arrivent. Et là, ça serait parfait. Ouais, ça serait vraiment parfait. Ça vous ferait un très bon rendement avec votre dividende. Air Liquide, alors pour ce qui est d'Air Liquide, le problème c'est que c'est surévalué. Ça n'a pas changé de mes précédentes analyses. Vous voyez L'Oréal, en fait, comme il y a une énorme croissance, vous voyez, on a quand même, si je prends un ROE de 22%, c'est exceptionnel. Un ROIC, donc un retour sur investissement, je veux dire sur equity de 22%, c'est exceptionnel. Donc effectivement, la croissance, elle est bonne. Si on prend la croissance du dividende, on est sur du plus 7% les 10 dernières années, donc on est également bon. Si maintenant je prends la croissance du bénéfice net, on est voilà sur du 10%, j'arrondis, hein, entre les 5 et 10 dernières années de croissance par an. Et si je me mets maintenant sur Air Liquide, on voit que c'est pas pareil, hein. Air Liquide, le problème c'est que c'est très très cher, hein. Même Gros Focus nous dit que c'est cher. Même Gros Focus, on a un ROE de 12%, donc par rapport à 22 sur L'Oréal. Niveau de la croissance, on est sur du 6%, donc on est inférieur à L'Oréal, mais vraiment, on est vraiment bien inférieur. Et surtout, la croissance du dividende d'Air Liquide, elle est vraiment très très faible. On est sur une croissance de 6% les 10 dernières années. Donc on est vraiment sur une croissance très faible. Voilà. Par contre, voilà, c'est ultra safe, hein. Là-dessus, il n'y a pas à dire. Personne ne peut dire le contraire. On est sur un dividende payout de 0,50, donc c'est vraiment super safe. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est clair que Air Liquide, vous voyez, on est sur un PE de 30. Le PE d'Air Liquide Air Liquide est plus cher, se négocie à des multiples plus élevés que Google. Et le truc, c'est que sur Google, c'est pas la même, hein. Google, on est sur du plus de 20% de croissance sur les 10 dernières années. Les analystes, ils prévoient, bon là, alors moi je suis pas d'accord avec eux, hein. Je pense pas qu'on va avoir du plus 28%. Donc sur le Q2 qui arrive, Google, c'est après-demain, je crois, ou dans 3 jours. Google, c'est dans 2 jours, donc c'est après-demain. Ça me paraît très optimiste, hein, là, ce qu'ils nous mettent les analystes. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est vraiment des machines avec des machines à imprimer de l'argent avec énormément de croissance. Et pour terminer, vous avez en description un appel offert. Donc c'est un coaching de 45 minutes avec l'un de mes coachs. J'ai totalement restructuré, excusez-moi, mon école. Maintenant, on a 2 coachs. Donc il y a Margot qui a un master en finance, il y a Paul qui est ingénieur en finance de marché justement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, là on a vraiment totalement restructuré. Ce qu'on va faire, c'est que on va mettre dès la fin du mois un énorme accompagnement en place en plus de tous les programmes qu'il y a déjà. C'est-à-dire qu'il va y avoir des coachings chaque semaine, des lives, des revues de portefeuille, tout ça en interne. Donc là, on est en train de tout finaliser pour commencer à mettre tout ça en place. Et donc voilà, cette semaine, là, il y a 15 créneaux de disponibles. Donc pour y accéder, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien dans la description. Vous aurez simplement un petit questionnaire à remplir. Très important, ça va nous permettre de pouvoir vraiment maximiser l'appel. Les 45 minutes, ça passe très vite. Donc vraiment, encore une fois, l'objectif, c'est de mettre en place un plan d'action, voir vos objectifs, vos projets, comment on peut vous accompagner évidemment, ou vous aider simplement y voir plus clair. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une magnifique soirée. Merci.